David Rondel est né à Annecy le 29 juillet 1981. En 2002, il est accusé de trafic de cannabis. Les charges qui pèsent contre lui sont minces, des traces de shit sur un couteau et des aveux rétractés. Et pourtant, 7 mois après sa mise en examen, David a mis fin à ses jours dans une cellule du quartier disciplinaire de la prison de Limoges. Il avait 21 ans. Sylviane est sa mère. En 2001, David Rondel quitte Limoges pour fuir une histoire d'amour douloureuse. Il part aussi pour rejoindre son père, gravement malade, qui vit en région parisienne, à Fleury-Mérogis. Limoges, ici, Limoges. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. À Fleury-Mérogis, David retrouve aussi sa grand-mère et son frère aîné, Michael. Je vivais ici au 29 rue Paul Éluard. Et c'est là où mon frère est remonté du Limousin, donc il est venu vivre un peu chez moi pendant quelques temps, quoi. J'avais une petite pièce supplémentaire, donc il est resté dedans avant de partir pour le foyer de la Sonacotra. On peut s'arrêter ici. Moi, à un moment, on a vu ça avec lui. Lui, il a préféré, parce qu'il sentait qu'il gênait un petit peu, quoi. On était jeunes mariés. Il a préféré venir dans ce bâtiment, quoi. Ça me faisait du mal de le voir là-dedans, d'ailleurs. C'est une population assez difficile qui vit là-dedans, dans ce bâtiment. Mais il n'y a rien sans rien, en fait. Le fait qu'il ait été là-dedans, il a réussi à avoir un logement en peu de temps, quoi. Là, c'était un lieu où il était très souvent, le centre commercial de Fleury, avec ses amis. David Rondel finit par obtenir un petit appartement en HLM, un immeuble essentiellement habité par des gardiens de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et là, donc, on arrive où il habitait après, quoi. Il habitait ce bâtiment-là. Là, c'est dur pour moi de venir ici parce que là, il était heureux d'être ici. Il avait réussi à faire quelque chose. Mon frère qui arrivait à rien faire à chaque fois, qui était toujours un angoissé, etc. Là, il avait réussi à aboutir à avoir son petit logement. Il était fier de nous le montrer, quoi. Quand on venait chez lui, etc. Il était fier, quoi. Il n'y avait rien dedans. Il n'avait pas grand-chose. Il vivait sur un matelas par terre. Rien. Il est environ 23 heures. Une voiture de police roule sur une avenue de Limoges. Elle repère sur un parking un jeune homme au comportement suspect. À la vue des policiers, celui-ci essaye de dissimuler un paquet, 150 grammes de résine de cannabis. Il avoue se livrer à des achats-reventes et donne le nom de son fournisseur principal, Christophe. Le lendemain,
Christophe est interpellé devant son domicile. On retrouve chez lui de l'argent et 197 grammes de hashish. Placé en garde à vue, il finit par donner au policier qui l'interroge le nom de son fournisseur. Il s'agit d'un ami très proche, David Rondel. Christophe nous a expliqué qu'il avait eu des menaces, et des menaces importantes. Ils lui ont dit, mais on sait tout de toute façon, on sait tout ce qui s'est passé, on a les appels téléphoniques, on sait tout. Et si vous nous dites rien, donc votre femme enceinte pourra être en prison. Enfin bref, ils lui ont fait de la pression sur moi. Et donc Christophe, au bout d'un moment, il a craqué, il a dit, si vous voulez croire ça, croyez ça. La véracité de tout ça, je n'en sais rien. Mais de ce fait, il nous a dit, j'ai dénoncé David, car j'ai eu très peur. J'ai eu peur que tout ça, ça ait lieu. Et il m'a fait peur. Donc il a craqué. Il a craqué. Et il a dit, j'ai donné le nom de ton fils. David travaille pour un grand magasin. C'est là que les policiers l'interpellent, sur son lieu de travail. Puis il le ramène chez lui pour perquisitionner son domicile. Il ne trouve ni argent, ni drogue. Mais ils ont découvert un couteau, qu'il m'a raconté, et en riant d'ailleurs, parce qu'il trouvait que c'était pas grave. C'était un jeune. Au départ, ça lui paraissait vraiment bénin. Un couteau qui avait servi justement à découper les fameuses barrettes, parce que lui, il achetait ça des petites barrettes, pas des plaques comme il tramalait. Et c'est à partir de ce couteau qu'ils l'ont poursuivi, quoi, qu'ils l'ont mis en garde à vue. David reconnaît fumer des joints. En revanche, il nie être le fournisseur de Christophe. Cette garde à vue se passe très mal. David est malade. En fait, il est en dépression depuis quelques années, suite à beaucoup de choses. Il est en dépression parce que son père était alcoolique, donc et ça se passerait très mal, suite à un divorce aussi entre son père et moi. Il est en plus claustrophobe. David était plutôt un être un peu renfermé, qui paraissait assez fragile, assez faible et assez réceptif à tout stimuli extérieur qui pouvait lui être négatif. Il pouvait avoir des réactions d'hyperexcitabilité, dont on a pu en parler, à l'occasion d'un stress ou quelque chose contre lequel il se rebellait. Donc ce qui fait que de se retrouver derrière les barreaux dans une interrogatoire sur interrogatoire, il supporte pas et il craque. Donc crise de nerfs, ils appellent le médecin du SAMU qui lui fait une piqûre et il décide de le relâcher donc au bout de 24 heures. Un mois après sa garde à vue, David Rondel est convoqué pour la première fois à Limoges, chez le juge d'instruction Biardot. Ce jour-là, il fait aussi la connaissance de son avocate, commise d'office. Il n'avait pas des ressources très élevées qui lui permettaient de faire des allers-retours entre Paris et Limoges. Et en fait, j'ai fait sa connaissance le jour où il était convoqué devant le magistrat instructeur. Donc je l'ai reçu le matin à mon cabinet. C'est dans ces conditions que j'ai fait donc sa connaissance. Dans le bureau du juge d'instruction, David s'en tient à ses premières déclarations. Il continue de nier les faits qui lui sont reprochés. Connaissant David, il est très nerveux, très impulsif. Donc j'avais peur qu'il fasse de la provocation, comme il en a fait souvent par le passé, dans des petites occasions, rien de grave, mais un provocateur quand même.
Le défaut d'Adou, c'est qu'il avait toujours un œil un peu coquin, vous voyez. C'était quelqu'un qui avait un air jovial tout en étant un grand angoissé, mais il le dissimulait. Donc j'avais peur et je l'avais mis en alerte, surtout ne fais pas de provocation dans une situation comme ça, parce que ça va mal tourner. Alors elle m'a dit, et je lui ai dit, mais comment tu t'es comporté? Et Maître Chopin m'a dit, très très bien. Il s'est très bien comporté, non, il n'y a rien à dire, mais ça y est. Le juge Biardot n'a pas souhaité répondre à nos questions. Convaincu que David revend d'importantes quantités de résine de cannabis, il demande sa mise en détention provisoire. Depuis 2001, pour être suivi des faits, cette demande doit être validée par un juge des libertés et de la détention. Ce jour-là, c'était le juge Rénal qui était de service. La détention provisoire, je le rappelle, au niveau de la loi, doit être exceptionnelle. Et là, il n'y avait aucun caractère exceptionnel à cette détention provisoire. Les faits étaient, je veux dire, s'inscrivaient dans une délinquance tout à fait banale. Et donc, la poursuite des investigations pouvait se faire alors que les prévenus étaient libres. Et d'ailleurs, la suite m'a, me semble-t-il, donné raison, puisque toutes les investigations ultérieures se sont faites avec des prévenus libres qui n'ont rien gêné la poursuite, la recherche de la vérité. David Rondel reste libre, mais il est placé sous contrôle judiciaire. Ce qui signifie que le juge l'astreint à un certain nombre d'obligations. Il est relâché, il rentre chez lui, il m'appelle et il me rassure en me disant bon ben écoute, par contre maintenant il va être interdit de venir en Haute-Vienne et donc dans l'attente de convocation du juge Biardot pour des interrogatoires sur Limoges. David reprend ses habitudes en région parisienne, son travail, et il continue de faire avec ses proches comme il le fait avec sa mère. Il les rassure. C'est le reflet de lui-même. Il a toujours été comme ça. Il voulait pas faire paraître il avait des faiblesses. Voilà. Il voulait pas que les gens souffrent pour lui. Il voulait pas que nous, on s'inquiète pour lui. Il supportait pas de nous voir tristes pour quoi que ce soit, en fait. Donc il préférait prendre les choses à la légère, nous dire des choses, nous cacher un peu la réalité pour pas que nous on faisions du brouillon du moment pour lui, quoi. Le juge Biardot est convaincu que David fournit Christophe depuis 1 an, depuis son installation en région parisienne. Le juge estime par ailleurs que le trafic entre les deux amis porte sur 10 kilos de résine de cannabis. Mais 2 mois et demi après le début de cette affaire, une première confrontation entre Christophe et David a lieu dans le bureau du juge d'instruction. Et là, un élément nouveau intervient. Dans le cadre de cette confrontation, il y a eu un rebondissement, je vais dire, puisque monsieur qui avait jusque-là donc mis en cause monsieur Rondel est revenu sur ses déclarations et a indiqué que monsieur Rondel était tout à fait étranger à cette affaire. On est sauvé, David n'a rien, il n'a pas de casier judiciaire, il n'a rien fait, il est blanchi. C'est ce que vous vous dites? Bien sûr. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on pense autrement? Il n'y a rien. Il y a quoi? Il a fumé 2-3 joints. Est-ce que ça mérite d'aller... Moi, je pense même pas à plus loin. Je pense que c'est fini. Mais on nous fait comprendre que c'est pas fini. On nous fait comprendre, Maître Chopra nous fait comprendre que c'est loin d'être terminé. Je crois nous n'étions pas dupes. Nous savions que le juge d'instruction n'allait pas en rester là. Peut-être qu'effectivement, même certainement, le magistrat instructeur a été contrarié de ce retournement de situation. D'où l'exigence d'une caution? Alors, oui. Cette caution va s'ajouter aux autres contraintes déjà prévues dans le contrôle judiciaire. Le juge d'instruction la justifie de la façon suivante.
Attendu qu'il apparaît à l'évidence, malgré les dénégations maladroites de Monsieur C, que son fournisseur de résine de cannabis est bien Monsieur David Rondel. Que les échanges entre les deux mis en examen ont porté, sur une période récente, au minimum sur 28 000 €, leur procurant à chacun des substantiels bénéfices. Que les sommes correspondantes n'ont pu être saisies, qu'il convient donc de compléter le contrôle judiciaire de Monsieur Rondel en l'astreignant au versement d'un cautionnement. Par ces motifs, ordonnons le versement entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance la somme de 8 000 € en un versement. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Dans ce pays, ça existe peut-être, mais moi, je ne connais pas. Pour moi, il y avait qu'aux États-Unis qu'il existait cette histoire de caution dans les films, les reportages, et voilà. Pour moi, en France, ça n'existait pas. Donc, je me dis, là, on est dans un domaine qui nous dépasse. Là, ça commence à de plus en plus nous dépasser. Il s'agissait, vous l'avez noté, d'un trafic de stupéfiants, une certaine importance, 10 kilos, avec un chiffre d'affaires qui, à l'époque, tournait aux alentours de 28 000 €. Donc je pense que le juge d'instruction, en fixant 8 000 € de cautionnement, a voulu proportionner également le montant de cette somme à verser à l'importance du chiffre d'affaires généré par ce trafic de stupéfiants. Sincèrement, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre parce que il faudrait donc supposer que cette caution soit liée à l'importance du trafic, mais le problème c'est que le rôle de Rondel dans ce trafic est quasiment inexistant, ou du moins les éléments qui pourraient laisser penser qu'il est impliqué dans ce trafic sont extrêmement légers et risquent d'entraîner un non-lieu ou une relaxe pour lui. Donc je comprends pas très bien. Je ne comprends pas. Tout ce que je peux dire, c'est que je comprends pas cette caution. C'est un moyen de pression? Peut-être, oui. Peut-être. Rapidement, David me dit, je ne payerai pas. J'ai dit, si tu ne payes pas, et Maître Choprat dit, si vous ne payez pas, David, vous serez incarcéré. S'il estime qu'il n'a pas à le faire, je suis obligée un petit peu de respecter son choix. Je le comprends aussi à la fois. Mais nous, on fait tout pour le payer. On se dit, tant pis, mets ta fierté dans la poche, t'es pas coupable, d'accord, mais ils vont te mettre en prison, donc on paye. Non, il dit non. Moi, j'étais fier de lui pour ça. J'étais fier qu'il reste égal à lui-même et qu'il n'ait pas peur justement de la justice, qu'il n'ait pas peur de ça. Mais en même temps, j'étais énormément inquiet parce que je savais comment il était et que ça serait très dur pour lui de supporter l'enfermement, quoi. David reste fidèle à sa conduite, par principe, et parce qu'il n'a pas l'argent de cette caution. Son avocate fait appel auprès de la chambre de l'instruction. Elle demande l'annulation de cette contrainte. Les pièces communiquées au moment de l'audience devant la chambre d'instruction n'ont pas parfois été communiquées au juge d'instruction. Donc le juge a parfois statué de manière un peu abstraite, en considération de l'importance d'un trafic et puis des revenus apparents d'une personne. Et puis l'analyse s'affine devant la juridiction donc d'appel de la chambre d'instruction. Me semble-t-il, il y a ces bulletins de paie, vraisemblablement. Il avait des ressources d'environ 900 € par mois. Ses charges, autant que je me souvienne, celui-ci avait acheté un véhicule, alors peut-être à crédit. Il avait acheté un véhicule d'un montant de 762 €. Alors vous voyez, tout un ensemble de documents qui nous sont fournis. Alors la chambre de l'instruction évalue le montant qui peut être réclamé à la personne, un peu comme un magistrat évalue le montant d'une pension alimentaire. Après étude de ces nouveaux documents, la chambre de l'instruction refuse d'annuler la caution, mais elle en baisse le montant. Le droit de rester libre est ramené à 3 000 €. Mais David persiste dans son refus de payer.
c'est là où je pense qu'il y a eu un gros problème. Parce que s'ils avaient vraiment cherché à savoir comment il vivait, ils auraient bien compris que c'est pas quelqu'un qui vivait au-dessus de ses moyens, qui vivait de ce trafic. C'est là où moi je suis révolté parce que je me dis, des personnes qui trafiquent ne vivent pas comme ça. C'est des moments terribles. David a reçu sa lettre, comme quoi, donc il n'a pas payé la caution, donc il doit se présenter devant le juge Biardot. Il n'a pas le droit de venir nous voir et il prend quand même il prend le droit. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit. Il va venir une journée avant, chez nous. On en profite à fond. Et il va acheter des feux d'artifice pour sa sœur, pour lui faire un feu d'artifice. Il fait le tour de tous ses amis dans Bazac. Tout le monde reste sans voix, en disant mais c'est pas possible. Il dit si, j'ai pas payé la caution, donc je vais demain au tribunal et je vais donc aller en prison. Et il me dit maman, je veux pas que tu m'accompagnes, je veux pas que tu vois ça. Et donc il me dit j'y vais tout seul. Il est hors de question que tu me vois partir avec des menottes aux mains. Face au juge d'instruction, David répète une nouvelle fois qu'il est innocent et qu'il ne paiera pas cette caution. Le juge Biardot demande donc pour la deuxième fois sa mise en détention provisoire. Ce jour-là, c'est le juge des libertés et de la détention Annie Renoux qui est de service. Le juge Renoux n'a pu répondre à nos questions, elle n'a aucun souvenir de cette affaire ni de David Rondel. Mais voici sa décision prise le 27 mai 2003. Attendu que la détention de la personne mise en examen est l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels, attendu que la version des faits telle que donnée par M. Rondel diffère de celle donnée par M. C, qu'un risque de concertation frauduleuse existe donc entre ces derniers, qu'enfin M. Rondel s'est sciemment soustrait à l'obligation de cautionnement mise à sa charge en dépit d'une lettre de rappel du juge d'instruction lui impartissant un délai pour le régler, et ce sans qu'il ait fait part de difficultés particulières ni sollicité des délais de paiement, ordonnons à titre exceptionnel la détention provisoire de M. Rondel David. Vous savez, nous, dans la famille, on n'avait jamais entendu parler de... Si, j'en ai entendu beaucoup parler par mon ex-mari qui était prof à la prison de Fleury-Mérogis. Mais moi, à ce moment-là, en mère de famille qui n'avait jamais eu affaire avec la justice, je disais, s'ils sont en prison, c'est ce qu'ils l'ont mérité. S'ils avaient été honnêtes, ils ne seraient pas en prison. Pour moi, c'était impensable qu'on aille en prison pour si peu de choses, ou même, pratiquement rien, et même rien. Il me disait, oui, mais tu sais, il y a des innocents. Je disais, oh, des innocents, ils disent tous qu'ils sont innocents. Pour moi, la prison, pour moi, ça me paraissait mérité. J'ai changé d'avis maintenant. Pour notre famille, pour les gens de notre entourage, moi j'ai un fils gendarme, j'ai un ex-mari, vous voyez, on était de l'autre côté de la barrière et tout à coup, on passait notre petit passait du côté d'une barrière où on pensait pas qu'un jour ça pouvait arriver. C'était
C'était très douloureux. Très douloureux, mais on avait encore de l'espoir. L'avis d'écrou rempli lors de l'admission de David Rondel à la maison d'arrêt de Limoges fait apparaître les détails suivants. Son âge, 36 ans au lieu de 21. Situation de la personne détenue, elle n'a jamais connu la détention. Non, dit-il. Comportement de la personne détenue, a été dans le passé toxicomane ou alcoolique, a déjà tenté de se suicider. Point d'interrogation. Observation particulière, détenu très nerveux, doit être en manque de médicaments ou de drogue. Le premier soir où il est incarcéré, il va très très mal, il se sent très très mal. Et il demande donc de l'aide, il demande appel à avoir un médicament pour pouvoir dormir. Alors, il m'explique. Après, bon, je n'ai pas eu par les surveillants, etc., des preuves de tout ça. Mais je le crois, c'est mon fils. Et je l'ai su par d'autres détenus. Alors, ils viennent à 3, parce qu'ils tambourinent à la porte. Il ne connaît pas le système judiciaire, il ne connaît pas la prison. Et il dit, donnez-moi un cachet. Ils reviennent le lendemain matin, donc il n'a pas son cachet. Ils reviennent le lendemain matin à 4. Ils le descendent dans la cour. Ils le mettent tout nu. Il lui dit, tu te déshabilles complètement. Alors il dit, mais pourquoi? David m'explique, il leur dit, mais pourquoi vous faites ça? Alors il dit, ça t'apprendra à nous emmerder dans la nuit. Il dit, mais ça vous fait plaisir de faire ça? Il a dit non, mais comme ça tu nous emmerderas plus. Les premiers jours d'enfermement sont insupportables pour David. C'est quelqu'un qui, pendant 1 heure, faisait 40 tours de la promenade, quoi. Il marchait sans arrêt, il était tout le temps actif, quoi. Voilà, contrairement à d'autres où on se retrouvait en groupe pour jouer aux cartes, ou enfin, on était posé, quoi. David, non, il n'était pas comme ça, quoi. Et pourtant, avec ses proches, David fait comme toujours. Il les rassure. Salut maman, j'espère que tu vas bien. Il faut garder la pêche, canne à pêche, ok? Sinon, moi, ça va, t'inquiète pas. C'est dur, mais bon, je n'ai pas trop le choix. Je suis avec un Russe dans ma cellule. Il est gentil, il me remonte le moral. Écris-moi si tu veux. Maman, juste un truc. Ne te fais pas de mal pour moi. T'inquiète pas, ok? Ne déprime pas. Au deuxième parloir, il se plaint qu'il lui donne des médicaments qui le rendent fou. Il ne lui a absolument pas donné les mêmes médicaments qu'il avait lors de sa dépression. Alors même au niveau de la médecine, de la psychiatrie, même s'ils ne sont pas nombreux, c'est un fait, c'est une catastrophe. Elle me signalait qu'il ne mangeait plus, qu'il était en pleurs permanents, qu'il avait bien sûr des troubles du sommeil, et ces troubles étaient majorés depuis qu'il était là-bas. Il semble que le traitement que j'avais institué avait été modifié. Et sur ce certificat, j'avais marqué avoir consulté donc le jeune David pour un syndrome anxio-dépressif. Ce dernier était en voie d'amélioration. Donc Madame Rondel, Madame Lagoutte était venue me voir pour faire ce certificat, pour préciser les médicaments que j'avais initialement prescrits, afin d'essayer de sensibiliser les médecins du centre pénitentiaire de Limoges. Et il rencontre Franck, un jeune homme qui l'a vu sur Ambaza, je ne sais pas ce qu'il me raconte, il m'explique. Ils se sont déjà rencontrés une fois. Je me rappelais de lui, et puis lui aussi se rappelait de moi. Donc on a parlé, on a discuté et tout ça, et puis je lui ai demandé s'il voulait venir avec moi en cellule. Et David, il sent une bonne ambiance, il dit ça va peut-être me changer les idées. Quoi qu'ils aient fait, il dit, ça ira mieux, et puis je vais peut-être être protégé. Il y a besoin de cette protection aussi, on a peur en prison, hein. Peur de beaucoup de choses. Hein. Il s'est fait même raser la tête, comme il nous avait expliqué, pour donner une impression de dur. Quand on veut changer de cellule, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, donc on doit faire un mot au surveillant-chef. Et donc, il y a des fois c'est accepté, d'autres non. Moi, ça a été accepté, ouais. Donc, il est venu avec moi en cellule. Donc voilà, quoi. À partir de ce moment-là, c'est vrai que ça s'est un peu mieux passé, entre guillemets, parce que il y a toujours l'enfermement est là, hein, ça c'est clair. De son côté, à 3 reprises, l'avocate de David va demander sa mise en liberté. Elles seront toutes refusées.
toujours pour le même motif. La Cour a considéré que vous disposiez de ressources nécessaires pour permettre le versement du cautionnement et que vous reconnaissiez avoir acquis il y a 6 mois un véhicule pour le prix de 762 €. Il est bien certain qu'il aurait mieux valu taire cette acquisition dont j'ai été informé lors de l'audience devant le juge de la détention. Pour la dernière demande de mise en liberté, la justice avance un argument supplémentaire. La Cour a statué le 15 juillet 2003, c'est-à-dire une semaine avant l'audience, en considérant notamment que du fait de la proximité de l'audience du tribunal correctionnel, il n'était pas opportun de procéder à la mise en liberté. Et comme David ne se présente plus à son travail, son employeur finit par lui envoyer de ses nouvelles. Vous êtes en absence injustifiée depuis le 28 mai 2003. Votre longue absence perturbant gravement la bonne marche du service auquel vous appartenez, nous avons décidé de retenir à votre encontre la qualification de licenciement pour faute grave. C'est une maison d'arrêt qui est familiale, je dirais. Maintenant, au niveau des surveillants, moi je vous dis, il y en a avec qui ça passait très bien, et d'autres avec qui ça passait pas du tout. Après, je veux dire, on est avec ceux avec qui ça passait pas du tout, on est de la merde, quoi. Comme bien souvent ils nous le disaient. Moi j'ai les clés, toi tu les as pas. C'est moi qui te ferme tous les soirs et qui t'ouvre le matin, et voilà, quoi. Eux, c'est ce qu'ils veulent en fait, que tu baisses la tête, tu baisses les yeux, et puis voilà. Eux, quand je dis eux, je précise bien qu'il y en a qui sont très bien. Mais les très mauvais, je sais pas, c'est un kiff pour eux, quoi. Jusqu'à aller te parler de ta femme qui vient de sortir du parloir. Ouais, c'est des choses... Tu te remarques, elle est bien, ta femme, elle est toute seule dehors en ce moment. Petites choses comme ça, quoi. Et parmi ces gardiens de prison, il y en avait un avec lequel David ne s'entendait visiblement pas. On est sorti en activité, donc David avait mis le poste à la fenêtre, chose que moi je faisais et que l'autre co-détenu faisait, pour qu'on ait de la musique à l'extérieur, quoi. Et donc le surveillant est venu taper à la porte demandant à David d'enlever le poste de la fenêtre. Et puis il l'a laissé, quoi. Donc il est revenu une deuxième fois, il a retapé, il a dit enlève le poste, David a enlevé le poste, il a ouvert la cellule et il lui a dit de toute façon c'est rapport. Et arrive 17h30, l'heure de la gamelle, enfin l'heure du repas. Si vous voulez, il passe avec un chariot et il nous ouvre les cellules et nous on sort avec notre assiette et pour qu'il nous serve le repas. Et on avait pour habitude de prendre tout le temps un bout de pain en plus pour le soir vers 22h30, ça arrivait qu'on ait faim, qu'on mange un bout de pain avec du beurre et de la confiture ou enfin des choses comme ça. Et là ce soir-là, donc c'était toujours ce surveillant en question qui était là. Et puis on est sortis tous les trois pour le repas. Et moi j'ai pris un bout de pain en plus, mon collègue a pris un bout de pain en plus, David a pris un bout de pain en plus. Et pourquoi il s'en est pris à David? J'en sais rien. Il a vu faire et il lui a dit repose ton pain. Ce jour, vers 18h15, alors que j'étais de service à la maison d'arrêt de Limoges et que c'était l'heure du repas, un individu m'a demandé du pain alors qu'il avait été servi. Et David a dit non, on le fait tout le temps, je vois pas pourquoi là on pourrait pas garder ce bout de pain, quoi. J'ai rouvert sa cellule numéro 100 afin de lui donner d'autres pains et lorsque je lui ai demandé de réintégrer sa cellule, il a refusé, cherchant à me provoquer. Et donc le surveillant s'est approché de lui, il lui a collé le front contre le front pour l'impressionner et l'intimider et il l'a poussé. Je suis resté calme, mais il s'est approché de moi, mettant son visage face au mien, bombant le torse, cherchant visiblement un contact physique. Et David, ça lui a pas plu. Et d'une, parce que l'assiette, déjà, en plus qu'il avait dans les mains, tout était rendu par terre, quoi. Et donc il est revenu vers lui et l'a repoussé, quoi. Et donc là, il nous a pris, il nous a mis dans la cellule et il a refermé la cellule.
Cet individu s'est alors mis à me donner de violents coups de pied sur le corps, et c'est avec difficulté et l'aide d'autres collègues venus en renfort que nous avons réussi à lui faire réintégrer sa cellule. Et quoi, on va dire le temps qu'ils fassent le tour pour distribuer le repas. Et là, ils sont revenus dans notre cellule, mais pas un surveillant, mais 5 surveillants, habillés avec, c'est des habits un peu comme le GIGN porte en fait, qu'ils ont à l'intérieur, sauf qu'ils n'ont pas les armes, mais c'est exactement pareil. C'est des coquilles sur les genoux, un casque avec une visière, et tout ça, quoi, une matraque et tout, ils ont tout, sauf les pistolets, quoi. Et donc là, ils ont rouvert la cellule, et ils sont rentrés, et ils ont pris David de force, quoi. Cette altercation a eu lieu le 16 juillet 2003, vers 18h. Impossible de savoir ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi. L'administration pénitentiaire n'a pas souhaité répondre à nos questions. Le lendemain, à 9h40, David Rondel est transféré au quartier disciplinaire. Le témoignage qui suit est celui du détenu qui se trouvait dans une cellule voisine. Dès son arrivée, j'ai su que c'était David Rondel, dit Dadou, que j'ai en fait rencontré pour la première fois il y a environ un mois. Un peu plus tard dans la soirée, il m'a expliqué qu'il s'était battu avec un surveillant pour une histoire de bruit de musique. Dans la journée du vendredi, nous avons conversé par la grille. Il m'a entre autres dit qu'il avait un problème de nerfs et qu'il ne voyait pas comment il pourrait supporter 45 jours de quartier disciplinaire. 45 jours, c'est la peine maximale au quartier disciplinaire. Quand la mère de David vient pour une nouvelle visite, elle ne sait toujours pas. Ils me disent, Madame, votre fils a fait des bêtises. Et là, je commence à avoir peur. Il me dit, donc, vous allez attendre longtemps parce qu'il n'est pas dans la cellule habituelle. Et on va vous mettre dans une pièce où il y a une glace, une vita, non, je ne sais plus quoi. Donc j'attends longtemps, assez un quart d'heure, et je me retrouve donc dans cette pièce, il m'y amène. Et là, il m'amène David. J'avais jamais vu mon fils comme ça. J'avais jamais vu mon fils comme ça. Il est en face de moi, on dirait qu'on l'a tapé, on dirait une loque. Il a la tête baissée, il me dit j'ai mal partout. Maman, j'ai mal partout, maman, j'ai mal partout. Je lui dis mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il me répond pas, il a toujours la tête baissée, toujours la tête baissée, toujours, il me regarde jamais en face. Et je lui dis mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il a un gros coup sur le nez là aussi. Et au bout d'un moment, j'ai dit mais Dadou, on m'a payé la caution, tu vas pas rester là. Puis je lui dis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, il me dit rien. Il me dit mais ça va aller, t'inquiète pas, comme d'habitude. Mais je lui dis Dadou, il faut que tu tiennes le coup. Il faut que tu tiennes le coup, reste pas comme ça, va voir un médecin. T'as vu un médecin? J'en ai vu un, c'est des cons. Je lui dis pourquoi tu dis c'est des cons? Parce qu'ils m'ont dit que je pouvais très bien tenir le coup. Voilà ce qu'ils m'ont dit les médecins, je peux tenir le coup. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire face à ça? Et quand ils sont venus me chercher, il m'a dit bon maman, je m'en vais, je vais écrire à Laetitia. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave. Parce qu'ils ne parlaient plus de Laetitia comme ça, ils avaient rompu, je savais qu'ils l'aimaient toujours. Mais cette phrase, je me l'attendais pas, quoi. Et ça sera la dernière fois que je vois mon fils en vie. En regagnant sa cellule, David écrit aussi à sa mère.
Maman, je veux que tu saches que je t'aime très fort et que même si ça finit mal, mon cœur est avec toi. Dis à ma sœur que je l'aime. Je n'arrive pas à tenir le coup. Alors je préfère en finir là, comme ça il n'y aura plus de problème avec moi. Je t'aime, ton fils, Dadou. Dans la soirée, il faisait encore jour, mais je ne puis vous dire à quelle heure car nous n'avons pas de montre. Il m'a déclaré « Dans 10 minutes, je vais faire un truc de fou ». Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Un peu plus tard, j'ai entendu des bruits, comme s'il montait sur le lavabo, puis des bruits sur les barreaux. J'ai compris qu'il tentait de s'accrocher à ceux-ci. J'ai frappé contre le mur de la cellule, lui demandé de penser à sa famille, et ce à plusieurs reprises. Il ne m'a pas répondu. J'ai entendu un bruit comme des soubresauts contre les barreaux. J'ai appuyé sur l'interphone et j'ai dit que mon voisin était en train de se pendre. Un surveillant est arrivé jusqu'à la porte de la cellule et a dit « Déconne pas, Rondelle !» Mon voisin n'a pas répondu et je n'entendais plus de bruit contre les barreaux. Puis le surveillant est reparti et est revenu au deuxième aller-retour avec un gradé qui avait les clés. Et les surveillants ont pénétré dans la cellule et l'un a dit à son collègue « Décroche-le !» À combien de temps estimez-vous le délai entre votre appel et le moment où le corps a été dépendu? Je pense 10 minutes, bien que n'ayant pas de montre pour chronométrer. Guy m'annonce que le directeur de la prison a téléphoné en disant que mon fils avait fait une tentative de suicide. Alors je hurle, je crie, je me couche, je lui dis mais il a rien. Il me dit non, ils ont réussi à le réanimer. Ils l'ont transporté, le SAMU l'a transporté. Ils ont fait un massage cardiaque. Après, je voulais partir tout seul, le rejoindre, partir à Limoges dans la nuit, comme ça, le rejoindre tout seul. Mon beau-père et mon beau-frère, ils ont voulu m'emmener quand même, m'accompagner. Donc ils m'ont accompagné. Donc je téléphone au SAMU et j'appelle le directeur. Je lui dis je veux voir mon fils. Il me dit vous n'avez pas le droit. Il fallait qu'on ait une autorisation. Donc je savais qu'il était derrière une pièce en train de mourir et je pouvais toujours pas le voir. Donc on s'est rendu à la maison d'arrêt. Arrivé à la maison d'arrêt, j'ai eu une autorisation que ma mère n'a pas eue. Il n'avait pas prévu celle de ma mère, alors que ma mère venait toujours le voir. Des choses encore inhumaines qui vont avec tout ce qui se passe, de toute façon, tout cet enchaînement qui s'est passé. Encore une chose inhumaine où moi je me suis révolté par rapport à ça, que je comprenais pas qu'on puisse me donner moi une autorisation et qu'on oublie ma mère, alors qu'ils savaient très bien qu'ils allaient la faire souffrir. Nous allons sans cesse voir David en réanimation, surveillé par la police. Parce que nous entendons qu'ils estiment que nous avons droit à une demi-heure de visite, comme en prison. On vient de nous expliquer que David est dans un coma irréversible. Ils sont très énervés, dont un policier qui est fou de rage. On est tous en larmes, en train de prier. Prier, moi qui ne suis pas croyante, que David s'accroche à la vie et sorte de ça. Toujours des espoirs et des espoirs. Et je vois l'autre crier de l'autre côté avec le personnel. Les infirmières, internes. Je vais de l'autre côté. Oui, mais c'est pas normal, vous n'avez pas le droit de faire ça, tout. Vous avez le droit qu'à une demi-heure. Et puis votre fils a crié, tout. Mais je dis, vous avez vu le chagrin qu'on a? Est-ce que vous croyez qu'il va cacher quoi? Du shit dans son lit, là? Il va cacher de l'argent, il va partir, il va se sauver. Et donc, le 21 au matin, à 8h40, on nous a téléphoné pour nous dire que c'était fini. Voilà ce qu'ils ont fait. Et même à la morgue, on nous interdisait. J'ai tout fait. Même à la morgue, ils nous interdisaient de voir mon fils. J'aurais fait n'importe quoi, mais j'aurais vu mon fils. Et je l'ai vu.
Awa. Je vous dis, la difficulté, c'est que je ne le côtoyais pas. Je ne le côtoyais pas quotidiennement. Sa maman sait comment il fonctionne, mais un avocat, c'est beaucoup plus compliqué de savoir exactement. Alors nous ne sommes pas formés, je veux dire, nous sommes ni des psychologues, ni des assistantes sociales. Connaissant M. Biardot comme étant un magistrat parfaitement intègre, un grand professionnel de la justice, je peux vous dire que il n'y a pas eu de sa part d'acharnement, mais une application des textes sous le contrôle de la chambre d'instruction, et ensuite donc des regards qui ont été portés par d'autres magistrats et qui sont tous allés dans le même sens, c'est-à-dire qui ont estimé que la détention de M. Ronduel était nécessaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. Le problème de la justice, comme dans tous les pays démocratiques, c'est aussi que les pouvoirs, et ça a été voulu par les gouvernements successifs, sont de plus en plus éclatés. Donc ça fait, sauf erreur de ma part, 9 ou 10 magistrats peut-être qui sont intervenus et qui ont porté une appréciation sur ce dossier. Et plus vous compartimentez les pouvoirs, et plus vous pouvez avoir des décisions qui semblent parfois un peu absurdes. Donc tout le monde a fait son travail. Voilà, c'est ce qu'il en ressort. Oui. Et j'aurais tendance à dire, mais ça je le dis souvent, et je crois que des philosophes l'ont dit bien avant moi, depuis le XVIIIe siècle, Voltaire par exemple, que lorsqu'on respecte parfaitement la loi, on peut s'avérer très dangereux. La mère de David décide de porter plainte. Elle sollicite Maître Lévy à Paris. Moi, je veux qu'il attaque tout le monde. La pénitentiaire, la médecine, la psychiatrie, le juge, enfin tout le monde. Et pour moi, toutes ces personnes-là, du début à la fin, ont une part de responsabilité dans le départ de David. Donc c'est refus total, juste l'administration pénitentiaire, il me dit. Bah écoutez, je prends, c'est tout ce qu'il veut me donner, donc on prend, c'est tout. Voilà. 3 ans après le suicide de David, l'affaire passe devant le tribunal administratif de Limoges. Les surveillants de la petite maison d'arrêt de Limoges n'ont pas pu ouvrir la porte parce qu'ils n'avaient pas les clés. Donc le garçon est mort, asphyxié par la pendaison, alors qu'on aurait très bien pu le dépendre plus rapidement si on avait eu les clés. La personne qui avait les clés était en balade à l'extérieur de la prison, et par chance, nous dit-on, on a pu la joindre. Mais voilà, le pire n'a tout de même pas été évité. L'absence du gardien titulaire des clés n'est pas une faute en soi. Mais vu l'état de santé de David Rondel, ainsi que certaines indications figurant dans son dossier, le tribunal administratif de Limoges va considérer que ce dernier aurait dû faire l'objet d'une surveillance plus étroite. L'État est condamné pour défaut de vigilance et contraint de payer 11 000 € de dommages et intérêts à l'ensemble de la famille. Donc rien que d'entendre qu'il jugeait l'État responsable d'un peu de faute, nous avait fait du bien. Nous avait fait du bien. C'est vrai, je reconnais. Je reconnais que rien que d'entendre ça, bon, on se dit, on s'est bataillé, on a souffert, on a pleuré, parce que ressasser tout le temps, c'est repleurer, c'est souffrir tout le temps, et penser à David, qui est rien et tout. Donc le peu qu'ils avaient donné était important. C'est vrai, je reconnais. Mais le petit réconfort sera de courte durée. L'État fait appel. 5 ans après le suicide de David, cet appel est examiné par le tribunal administratif de Bordeaux.
Le garde des Sceaux soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a reconnu l'État responsable du suicide de M. Rondel. Aucune faute ne peut être reprochée au service pénitentiaire. L'existence d'un risque de passage à l'acte suicidaire ou de signes précurseurs du processus suicidaire ne ressortait en rien de la fiche de signalement de M. Rondel. Les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le service avait manqué à son obligation de prise en compte de l'état psychologique du détenu. Le délai dans lequel est intervenu le service n'est pas constitutif non plus d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Le jugement numéro 04-01-06-3 en date du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Limoges est annulé.